tant que, c'est-à-dire que cette maladie n'était pas notre maladie et que toujours, bien sûr, cette maladie a été importée, comme a été importée ou bien a été importée par un patient qui était en rapport avec l'étranger. Mais cela, donc, toutes ces supputations parlaient des relais communautaires. Et la propagation de la maladie était liée surtout à des relais communautaires. Et on peut dire à cet effet que l'un des facteurs ayant dopé l'explosion des cas de la COVID-19, ce sont les réseaux communautaires. Et bien sûr, on sait que la Mauritanie, parmi ces traits culturels, c'est-à-dire une communautarisation des visites et bien sûr des relations sociales très denses et bien évidemment, c'est-à-dire des visites qui se traduisent par des visites de la célébration des cérémonies. Et bien sûr, il y a ce qu'on appelle les phénomènes d'attache au territoire. Et puis, tous les êtres humains ou tous les citoyens ici du même territoire ont tendance à se fréquenter et bien sûr à créer ce que les sociologues appellent la solidarité organique. Et bien sûr, aux solidarités organiques, ce rituel de sauvegarde des relations, bien sûr, est resté intact, bien sûr, en milieu urbain, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle des cas communautaires, on parle des cas contacts, etc., etc. Et ces phénomènes sociaux traditionnels, donc, ont eu tout simplement à avoir un impact et continuent tout simplement d'impliquer sur les cas enregistrés, les cas quotidiens enregistrés, et bien sûr, les cas quotidiens de Covid. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les préjugés et réactions des citoyens. Et bien sûr, dès le début, les citoyens ordinaires étaient obnubilés par la satisfaction des besoins. Les citoyens sortent le matin et pour satisfaire ces besoins. Et bien sûr, si tu vois l'enquête que nous avons menée, nous avons vu que bien sûr les citoyens s'étaient montrés réfractaires ou bien avaient montré une certaine attitude montrant que cette maladie n'était pas sa maladie. Et parmi les assertions que nous avons énumérées, que nous avons collectées sur le terrain, c'était ce n'est pas notre maladie. Nous y résisterons ni distanciation sociale. La Covid est importée. Nous ne croyons pas à cette maladie. C'est une invention occidentale et chinoise, etc. Ce sont des assertions, des affirmations qui reviennent aux tendances de focus group que nous avons réalisées dans les quartiers populaires de Nouakchott, à savoir Sebha, Elimina, PK et autres, qui nous ont montré tout simplement que les citoyens ordinaires à cette maladie et n'arrivent pas tout simplement à digérer que cette maladie soit une maladie mauritanienne qui a été importée, bien sûr, de l'étranger. Maintenant, et à la suite justement de ces comportements, de ces réactions, on a vu qu'il y a eu une persistance de comportements anti-Covid. Et le port des masques n'était pas respecté, la distanciation sociale est foulée sous les pieds, et bien à certains endroits, et bien sûr, c'est-à-dire on fait, et surtout à l'intérieur des pays, on fait en sorte comme si, bien sûr, la Covid n'existait pas. Les jeunes, tout comme les adultes, n'ont pas changé, on ne voit pas un grand changement de comportement. Donc, les contacts et les fréquentations sont omniprésents. Les citoyens se rendent au mariage, même si, bien sûr, cette fréquence des mariages a été diminuée. Et au marché, il suffit tout simplement de visiter certains marchés de la capitale. Vous allez vous rendre compte que les contacts physiques, bien sûr, sont quotidiens. Et bien sûr, on a vu aussi que les liens commerciaux, sur les liens commerciaux, tout simplement, on voit que, bien sûr, c'est-à-dire la distanciation sociale n'était pas respectée par les médecins. Maintenant, on peut voir aussi il y a eu des politiques nationales. Et bien sûr, ces politiques nationales, tout simplement, ont intégré un certain nombre de rituels au quotidien ou bien ont permis tout simplement une actualisation ou une réactualisation permanente de certains comportements sociaux. Le lavage des mains, il y a eu des bornes fontaines qui ont été érigées autour des grands lieux, c'est-à-dire des lieux névralgiques. Et bien sûr, il y a l'internet qui est devenu presque un lieu, c'est-à-dire qui est un rituel. Et bien c'est la distanciation sociale qui est respectée dans de nombreux endroits, tels l'interdiction des attroupements dans les lieux administratifs. Il y a dans bon nombre de lieux, il y a la limitation, bien sûr, des personnes dans les cérémonies religieuses. Il y a la généralisation qui est relative du port de masque aujourd'hui, même si tout simplement avec l'explosion de la deuxième vague, et tout simplement que cette tendance est
aujourd'hui. Et d'ailleurs, on dit qu'on est en train de voir les résultats, puisque jusqu'à la journée d'hier, seuls 44 cas de contamination ont été enregistrés, et bien sûr, à travers tout le territoire national. Maintenant, il faut reconnaître aussi que ces mesures qui ont été entreprises ont eu des effets négatifs, bien sûr, sur les populations, des effets psychosociologiques, sur les cérémonies communautaires, parce que quand on a instauré le couvre-feu, certains ne peuvent pas se rendre aux cérémonies communautaires, certains sont réticents à aller dans les funérailles, et bien sûr, ça a eu un impact sur les solidarités et les attachements. Il y a eu une baisse significative des visites traditionnelles dans les milieux qui comprennent bien sûr c'est la Covid, bien évidemment et tant d'autres rituels qui ont été anéantis par bien sûr la Covid. Maintenant, pour les effets psychologiques des mesures, nous avons dit que le confinement a été sonné comme un traumatisme psychologique pour un certain nombre pour les citoyens les plus vulnérables. Dans la capitale, il suffit de parcourir tout simplement la zone des marchés Sebra. Vous allez voir les couches vulnérables, les travails manuels ont été littéralement touchés par, bien sûr, c'est-à-dire la diminution de l'activité, surtout pendant la période de confinement, et surtout, bien sûr, c'est-à-dire par la diminution des activités à l'échelle nationale. Ceux qui travaillent dans la maçonnerie ont vu que leur activité baissée, ceux qui travaillent dans d'autres aspects, et bien sûr, les travailleurs quotidiens ont vu leur activité diminuer. Et dans ce même contexte, on a eu à recenser un certain nombre d'assertions. Il suffit de parcourir la capitale pour entendre que je ne travaille plus, je suis au chômage, je n'ai pas de quoi manger, je n'ai pas dîné, je n'ai pas déjeuné, je n'ai pas de quoi acheter les médicaments, etc., etc. Donc, le taux de mendicité a augmenté dans certains endroits, y compris ceux qui dans le travail informel, on glissait petit à petit, et bien sûr, dans la mendicité, ou bien on diminuait d'activité, pour ne pas dire qu'on vit les situations davantage se dégrader au fur et à mesure que le confinement durait. Et c'est ce que d'ailleurs a constaté les autorités mauritaniennes en mettant en place des mesures d'accompagnement pour un certain nombre de personnes, des citoyens. On avait tout simplement certaines ambassades, même ouest africains, bien sûr, venaient au secours de leurs compatriotes qui étaient bien sûr sans travail et qui presque glissaient dans la mendicité. Maintenant, on peut voir qui étaient les réelles victimes. Les réelles victimes justement de cette pandémie. Et on a vu tout simplement, il y avait des boutiquiers, des restaurateurs, des boulangers qui ont vu leur activité diminuer à cause bien sûr de la Covid, à cause bien sûr du couvre-feu, à cause du confinement partiel que nous avons connu. Et de nombreux détaillants dans les marchés qui étaient tombés dans la précarité extrême, qui n'avaient pas à travailler au moment voulu et pendant, bien sûr, dans certains endroits, parce que les marchés étaient fermés et pendant un certain moment. On a vu les travailleurs journaliers sont passés, comme je viens de le dire, dans les conditions extrêmes de pauvreté. Et bien sûr, plus de 50% d'entre eux étaient restés inactifs, tandis que 30% des travailleurs manuels étaient confrontés au chômage partiel, selon le syndicat libre des travailleurs de Mauritanie. Donc, ce qui fait que vraiment, cette maladie a eu un impact très positif, très négatif, justement, sur cette. S'agissant des effets psychologiques sur les victimes et leurs proches, on a vu également ceux qui étaient atteints par la COVID-19 ou ceux qui étaient, ceux dont les proches étaient touchés. On a vu tout simplement qu'il y a eu des effets négatifs. Et bien sûr, il y a eu de la stigmatisation. Il y a eu parfois des effets de rejet, il y a eu parfois de l'indexation, voire même l'étiquetage. Telle personne est covidée, telle personne tout simplement a été touchée, il faut se méfier de lui, etc. Ce sont donc des assertions, des affirmations que nous avons constatées au fur et à mesure de nos visites sur le terrain. Également, les foyers des malades atteints ou guéris étaient parfois placés en quarantaine. Et bien sûr, souvent, on a mis de la police pour garder seulement, pour empêcher l'entrée dans ces maisons. Et parfois aussi certains proches, toujours d'alibi, pour ne pas fréquenter des gens. Donc, ce qu'on appelle, il y a eu la chaîne de la solidarité organique qui a été coupée, qui a été touchée du pont. Il y a, dans ce même contexte, tout simplement, on a vu que les familles, c'est la diminution de la fréquentation familiale. Et parfois, on a vu des éléments de la police qui assurent même la sécurité, dans certains lieux, bien sûr, des quartiers populaires. C'est une façon de dire qu'il faut se méfier de cette famille parce que tout simplement, elle a des éléments qui sont touchés par la COVID.
Maintenant, quelles sont les réactions par rapport justement à cette situation? Les associations que nous avons recueillies, par exemple, on voit, c'est-à-dire parmi ceux qui sont touchés, ou les familles touchées, certains disent qu'il s'agit d'une sorte de résidence surveillée, d'autres disent que c'est l'enfer qu'ils ont vécu pendant la période de cette maladie. Un patient guéri, tout simplement, s'est montré indigné du comportement démesuré de certains parents proches. Traiter une personne d'une manière discriminatoire est un délit. Donc, on a vu toutes ces, lors des focus group, on a eu à ramasser toutes ces assertions, bien sûr, c'est-à-dire qui sont des effets, qui sont des réactions, bien sûr, des personnes qui sont touchées directement par la COVID. Le coronavirus n'est pas une maladie honteuse. Les personnes susceptibles de l'avoir sont pointées du doigt, etc. Ce sont donc les tendances des focus group que nous avons eu, bien évidemment, à recenser lors justement de notre enquête, de notre investigation sur le terrain. Maintenant, c'est important, on a eu la frustration de certains fidèles religieux qui ne pouvaient pas, à l'époque, tout simplement de l'interdiction des rassemblements religieux, pouvaient se rendre à la mosquée. Il y a eu l'interdiction des groupements publics, les prières collectives pendant un moment donné, dont celles de vendredi, ont été interdites. Il y a eu certains imams, c'était même montré récalcitrants quant à l'application de ces mesures. Il y a eu le cas de l'imam rebelle, tout simplement, qui a été convoqué par le Haut Conseil des imams, etc., etc. Donc, il y a eu aussi, la COVID a créé une sorte de malaise chez les fidèles religieux habitués au lieu de culte, et bien sûr, c'est-à-dire qui sont devenus récalcitrants. Et même la dernière fois, il y a une mesure qui a été prise, et cette mesure a été obligée d'être transférée au Conseil des imams qui ont discuté avec le ministère des Affaires religieuses, tout simplement pour prendre une mesure pour suspendre, et bien sûr, la prière de vendredi. Maintenant, pour récapituler tout ça, nous allons conclure sur 3 ou 4 éléments essentiels. Au plan sociologique, nous allons dire que les gestes barrières,